Bruxelles Europe, sa платформа виртуэля. Мы продолжаем цикл наших встреч и экскурсий, виртуальных экскурсий по Русскому музею, который нам любезно предоставляет подразделение замечательное Русского музея, который называется «Виртуальный музей», и его возглавляет Мария Юрьевна Гладких, начальник службы виртуального Русского музея. Nous sommes très heureux de continuer nos rencontres et visites virtuelles du musée russe qui nous offre gentiment le musée russe virtuel et sa chef, Madame Maria Gladkir, à qui je vais passer la parole tout de suite. Но сначала, прежде чем передать слово Марии Юрьевне, я хочу напомнить вам технические детали сегодняшней экскурсии. Она будет на двух языках, на русском и на французском языке, с синхронным переводом. Чтобы слушать нас по-русски, выберите русскую дорожку, кликнув на иконки с изображением глобуса внизу справа вашего экрана, либо ничего не делать, если вы слышите, как я говорю по-русски. Donc, notre visite virtuelle aujourd'hui se donne en deux langues. Si vous voulez nous suivre en russe, vous pouvez choisir la piste russe en cliquant sur l'icône du globe en bas à droite de votre écran. Si vous voulez nous écouter en français avec la traduction simultanée, donc choisissez s'il vous plaît la piste française également sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Et maintenant, je passe la parole à nos traducteurs simultanés, nos traductrices, qui je remercie d'avance pour leur travail, comme toujours. Итак, Мария Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Maria, à vous la parole. Et la toute dernière remarque de ma part. Donc, je vais faire l'annonce de notre prochaine rencontre avec le musée russe que nous avons déjà prévue pour l'année 2024. Donc, si la rencontre d'aujourd'hui est dédiée au siècle, c'est déjà la deuxième conférence sur ce sujet. La prochaine rencontre, qui aura lieu fin janvier, portera sur un sujet historique. Nous allons parler donc des événements autour de la date très importante dans notre histoire, à savoir la levée définitive du blocus de Leningrad fin janvier 1944. Donc l'année prochaine, nous allons célébrer les 80 ans de cette date très importante, symbolique dans l'histoire de notre pays. Et donc, nous remercions d'avance le musée russe qui a préparé une exposition consacrée à la levée du blocus. Donc, cette rencontre, la date pour cette rencontre est déjà fixée. Ça va être le 30 janvier 2024 à 17 heures, l'heure de Bruxelles. Donc, notez bien la date dans vos calendriers. Voilà, Maria, à vous la parole. Merci, Vera. Bonjour, chers écouteurs, chers spectateurs qui sont avec nous ce soir, qui viennent non seulement de Belgique, de France, d'Europe, mais aussi de Russie. Je vous rappelle que cette année, l'année 2023, est l'année anniversaire pour le musée russe. Nous avons célébré les 125 ans depuis l'ouverture des portes du musée au large public, au grand public. Et à cette occasion, nous avons préparé un programme spécial consacré au musée russe, sa fondation et son exposition permanente, qui est accessible à tous ceux qui viennent à Saint-Pétersbourg pour se rendre au palais Mikhailovski. Aujourd'hui, la chef de la section des excursions, Valentina Gorlova, donc donnera déjà une troisième conférence, tour guidé sur l'exposition permanente, comme ça a été annoncé. Donc la rencontre de ce soir nous fait découvrir davantage l'art russe du XXe siècle. Et pour parler justement de la rencontre prochaine annoncée par Vera, à la fin de ce soir, nous allons aussi partager brièvement quel sujet nous allons couvrir l'année prochaine.
Et donc, j'ai le plaisir de donner maintenant la parole à ma chère collègue, un grand expert qui accueille les visiteurs au musée russe. Et ce soir, elle vous accueille en ligne, Valentina Gorlova. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Nous continuons nos balades virtuelles dans la maison russe et je vous rappelle que la maison russe possède une des plus grandes collections de l'art russe en Russie et au monde. La collection comporte plus de 400 000 œuvres. Le musée a été fondé sur les ordres de Nicolas II, qui continue donc la volonté de son père. Alexandre III était était à l'initiative de la création du premier musée d'État russe qui rassemblerait des œuvres majeures des peintres russes les plus connus. Donc nous avons déjà un petit peu pris connaissance avec l'art du 18e, 19e siècle. La dernière fois, nous avons parlé de l'art du tournant des siècles. Ça a été une période parmi les plus intéressantes dans l'histoire de l'art russe. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le même sujet pour parler de l'art du début du XXe siècle, à savoir une période tout à fait unique. L'art soviétique, ça veut dire celui qui commence à se développer après la révolution de 1917. Nous allons voir comment cet art s'est développé, quels artistes faisaient partie de cette période. Et donc, nous commençons notre visite guidée par l'artiste qui a apporté une contribution très importante. C'est Pavel Filonov. Et la maison russe est fière de posséder la plus grande collection de son œuvre en Russie. Pavel Filonov est un artiste tragique. Il est pendant le premier hiver du blocus de Leningrad en 1941-42, l'hiver le plus dur, il est mort. Et sa sœur Yevdokia Glebova a par la suite donné son œuvre au musée russe pour conservation. Donc cet artiste fait partie de l'avant-garde russe qui commence son parcours pendant le premier tiers du XXe siècle. Pendant cette période-là, chaque artiste apporte sa propre contribution. Goncharova, Larionov, Chagall, Kandinsky, vous connaissez bien les noms, mais Pavel Filonov occupe une place tout à fait particulière parmi les peintres de l'avant-garde. Sa méthode artistique, qu'il a appelée l'art analytique, donc nous allons découvrir aujourd'hui ce que c'est ce phénomène, l'art analytique. Qu'est-ce que Pavel Filonov sous-entendait par là? Parce qu'il a créé sa propre théorie, son propre concept artistique. Il l'a appelé la déclaration. Et donc, le premier tableau que j'aimerais vous présenter, parce que ce concept artistique, en fait, s'est constitué en 1912, juste avant la veille de la Première Guerre mondiale. Ce tableau-là s'appelle La fête des rois. Elle a été peinte à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art analytique? Pavel Filonov lui-même, dans sa déclaration, le formulait comme ça. Toutes les académies du monde apprennent une chose. Lorsque n'importe quel tableau, pour le créer, il faut d'abord faire une esquisse, il faut faire des dessins de composition. Donc, on va du général vers les détails. Lui, il a proposé de faire le chemin inverse, donc partir des particularités, des détails pour venir à l'unité. Et puis autre chose, il disait que la peinture est une œuvre organique et une œuvre d'art doit pousser comme n'importe quelle plante. Et donc chaque touche de pinceau, qu'il appelait unité d'action, assure cette facture très complexe. Vous
Vous pouvez le voir sur le tableau. Donc, chaque toucher, chaque touche de pinceau apporte sa petite note. On voit que la couleur rouge domine dans son œuvre. Et une autre idée de Pavel Filonov, il disait que le processus de la création du tableau, il l'appelait l'achèvement. Et l'artiste, selon lui, avait deux types de vision. Le premier type, c'est quand l'œil perçoit la couverture extérieure, et la deuxième vision, lorsque cette enveloppe se remplit du mouvement antérieur de l'atome. Pavel Filonov avait beaucoup d'élèves. Et bien sûr, si on parle du large public, son œuvre a été perçue différemment. Ce tableau-là, La Fête des Rois, est prophétique. Il était très ami avec Velimir Khlebnikov, un poète du siècle d'argent. Donc, Khlebnikov voyait ce tableau comme la fête des cadavres, la fête des vengeances. D'autres y voyaient la fête d'Hérode. Un des élèves de Filonov y voyait une interprétation démonique de la scène. Et effectivement, on voit sur le tableau un poisson, on voit des coupes, des verres. Les images que Filonov utilise sont effectivement un peu démoniques, grotesques. On voit qu'il n'y a pas de Dieu, et il y a pas, les yeux ne sont pas présents dans les cavités oculaires. Les invités sont assis comme dans des cercueils, et c'était vraiment comme un message prédécesseur de la Première Guerre mondiale, parmi les plus sanglantes dans l'histoire de l'humanité. Et donc ce tableau comme une sorte de précurseur démonique. Pavel Filonov lui-même disait que la fête des rois, c'est une métaphore de la bourgeoisie de tous les pays qui déclenche des guerres meurtrières. En 1936, il y a eu une commission spécialisée qui est venue dans l'atelier de Filonov pour vérifier dans quelle mesure son œuvre était conforme à l'idéologie. Et bien évidemment, son épouse avait très peur pour le tableau La Fête des Rois. Et donc, très rapidement, elle a trouvé de bonnes réponses. Elle a dit, bah, vous voyez, il y a Hitler, Mussolini qui sont assis devant vous autour de cette table, donc les personnalités qui étaient à l'origine du fascisme. Et ceci a sauvé le tableau de cette commission. Un autre tableau qui fait partie de l'exposition permanente de Filonov s'appelle La famille paysanne ou la Sainte Famille. Donc, c'est un sujet évangélique qui a été repris par les artistes de différents siècles, de différents pays. Et Pavel Filonov nous présente sa propre interprétation très intéressante. Donc, le sujet est classique, mais l'image de Joseph, par exemple, est très intéressante. Elle est émotionnelle. C'est quelqu'un du peuple, d'une part. Et d'autre part, la position de l'enfant est aussi inhabituelle. Marie, avec de cheveux blonds, très belle, le tient dans ses bras. Et tous les trois sont entourés par des animaux. Il y a un cheval, il y a une poule et d'autres personnages animaliers qui, en fait, se trouvent sur ce tableau sur un pied d'égalité. Les humains, les animaux, tout cela en même temps, ça donne l'impression de quelque chose du quotidien. Le sujet très traditionnel, mais interprété d'une autre façon.
Et en fait, ça produit aussi l'impression de l'harmonie, l'harmonie de l'être, l'harmonie entre, encore une fois, l'homme et la nature. Et comme je l'avais dit, la théorie et la méthode artistique de Philonov euh, prévoyaient cette œuvre organique qui devait pousser comme une plante. Donc, en partant des particularités pour aller vers le général, il y a un autre tableau qui, en fait, reflète très bien ces principes. Un tableau qui est moins figuratif, la formule du printemps. Et effectivement, il y a cette création de la nature qui nous est représentée et même les couleurs font penser au printemps. Le printemps, c'est toujours la renaissance de la nature, de nouvelles espoirs. Et donc, cette prédominance du rouge, du jaune, du vert, du bleu nous donne la possibilité de sentir cette renaissance. Et encore une fois, chaque touche de pinceau crée cette sonorité tout à fait particulière. Philonov a rejeté le futurisme, le cubisme, et cependant, encore une fois, ce qu'il disait, qu'il y a une enveloppe extérieure et puis l'artiste le remplit avec les atomes antérieurs et qui donne justement cette impression de la vie et du printemps. On continue de passer dans cette salle du XXe siècle. Les arts du XXe siècle est bien représenté dans le corpus de Benoît. Donc, un autre peintre formidable qui avait commencé son œuvre au début du XXe siècle, c'est un peintre unique, un peintre qui inclut les périodes différentes, la Renaissance européenne, les icônes russes, le post-impressionnisme et même le symbolisme. Donc, en commençant son voyage dans c'est Kuzma Petrovodkin. Vous pouvez voir sur l'écran et on commence les œuvres de dans l'autoportrait qui commence. Vous pouvez voir vraiment c'est presque un visage qui ressemble à une sculpture. Vous pouvez voir une personne qui a beaucoup de volonté, mais il y a l'arrière est en bleu, et vous avez une perspective aussi sphérique dans laquelle il a créé Petrovodkin. Il avait son approche personnelle. Il refusait la perspective linéaire et il disait que plusieurs points en même temps pour vraiment et donner cet mouvement dans ses œuvres. Et donc, chaque peintre décide de résolver ce genre de questions de la perspective de sa propre façon. Et donc, ici, vous avez une personne qui est à la tête de ce monde. Et un des écrivains disait que dans tous les œuvres de Petrovodkin, nous voyons un monde transformé, un monde qui est augmenté au niveau du symbolisme. Et dans ce travail de genre, on va voir cette histoire avec sa perspective sphérique et avec la création de cet espace rebelle duquel parlait Petrovodkin. On va voir un autre œuvre de Petrovodkin qui s'appelle Le Midi. Que ceci signifie l'été pour le paysan russe? C'est une vraie vie. Et
et dans cette œuvre-là, il montre le cycle de la vie de l'homme. Il soulève au-dessus de la terre et il vole comme un oiseau. Et euh, de, 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 de cette hauteur-là, il regarde sur les collines, sur les rivières. Et en même temps, on voit une vraie histoire. Ici, on peut voir sur cette colline une femme qui nourrit son enfant, c'est le sujet de la maternité, du bonheur. Et tout en bas, on peut voir une autre histoire parce que ce sont les derniers adieux avec une personne décédée. C'est la fin du cycle de la vie de l'homme. Et à côté, on peut voir un jeune homme et une jeune femme qui se reposent. Et c'est le cycle de la vie qui est montré par l'écrivain. Donc, c'est l'amour, la maternité, la mort. Et ensuite, plus loin, on peut voir que quelqu'un traite la vache, un autre qui coupe du bois. Et c'est le cycle de la vie qui passe dans cette œuvre-là. Et c'est pas qu'il donne un moment concret et en particulier, ce qu'on peut voir dans beaucoup des œuvres de l'art réaliste. Il y a plusieurs histoires de vie qu'on peut tracer sur cette œuvre-là. Il avait sa propre histoire de lumière. Donc, on peut voir le rouge, le bleu et le jaune. Donc, ces couleurs-là travaillent activement là et toutes les autres couleurs, ils considéraient qu'elles sont les couleurs dérivées. Et donc, cette histoire-là, on peut trouver sur cette peinture-là. Un autre œuvre qu'il a fait, comme Petro Vodkin travaille déjà dans la période soviétique, c'est la peinture qui s'appelle La mort du commissaire, qui a été écrite pour le 10e anniversaire de l'armée rouge, c'est-à-dire en 1927. C'est le 10e anniversaire de la création de l'armée rouge. Donc, cette peinture avait été montrée pendant l'exposition des écrivains de la Russie révolutionnaire. C'est ce nom, l'association des peintres de la Russie révolutionnaire, parle de sujets qui ont été abordés par ces peintres. Et donc ici, on peut voir un autre moment difficile dans l'histoire. Il y a des luttes acharnées dans le pays. Un commissaire est en train de mourir, un soldat le retient et ce sont les dernières minutes et secondes de la vie du commissaire. Et ensuite, on peut voir qu'en soulevant au-dessus de la terre ce commissaire et de loin, on peut voir d'autres bataillons qui reviennent vers vers la personne qui va voir ce tableau et derrière on peut voir les villages, les nuages, le ciel et ce sont les dernières minutes de la vie du commissaire. Mais comme il avait vu la terre entière et toute la vie qui avait passé avant et ce sont les secondes et les minutes de ce commissaire. Mais la vie continue, c'est l'idée principale de Petrovodkin dans cette œuvre. Et c'est pour cette raison que nous voyons ici les couleurs assez froides, c'est le vert, le bleu et donc, et la couleur rouge sur la manche du commissaire, elle nous transmet ces idées révolutionnaires qui étaient très importantes pour les gens de cette époque-là. Et en commençant son chemin dans l'art, il a obtenu, le peintre a obtenu une commande de l'Institut de l'orthopédie qui était dans le parc d'Alexandrov. Et là, il écrit l'image de la mère de Dieu. Donc, de la Vierge. Donc,
Pardon, je vais vérifier le nom exact de cette peinture. En 1903, il écrit une peinture qui faisait pratiquement 15 mètres. Et en 1915, il revient au sujet de la Vierge. Et il dit, comme je vous disais au début, dans les arts de Petrov qu'on peut voir plusieurs époques, plusieurs directions, y compris la Renaissance européenne et l'art ancien russe qu'il connaissait très bien. Et au moment où il travaillait sur ce tableau, il travaillait dans les chapelles, dans les églises à Kronstadt. Et donc, les, les icônes, il travaillait sur les icônes dont il existe une icône qui s'appelle Tendresse envers les cœurs cruels. Et là, on s'adresse à cette icône quand on veut toucher les personnes qui créent des malheurs, qui créent des actes sévères, donc qui créent la violence. Et donc, tout d'abord, on peut trouver la couleur rouge et dans les habits de cette Vierge, et également on peut voir que la tête du Vierge est assez grosse. C'était un moment difficile en 1915 quand la Première Guerre mondiale avait en fait a eu lieu, et la Vierge elle monte, elle soulève ses mains comme en faisant un geste de protection. Et derrière la Vierge, on peut voir la croix avec Christ. Et un autre tableau, c'est un autre portrait qui est réalisé en 1922. C'est le portrait de Anna Akhmatova, la grande poétesse du siècle d'argent. Et Petrov Vodkin, quand il écrivait les portraits, il peignait les personnes proches. Et le principe le plus principal qu'il voulait exprimer, c'est qu'il voulait vraiment exprimer chaque trait dans ces portraits-là. Et ici, Anna est comme entre dans une compétition, parce qu'il y avait plusieurs peintres déjà qui avaient déjà écrit son portrait. Donc, pour le peintre, dans ce cas, pour Petrov Vodkin, déjà, c'était un peu difficile, un moment difficile, parce que déjà, il y avait plusieurs portraits qui avaient été réalisés de Anna Akhmatova, et en même temps, c'est une poétesse qui était très connue. Donc, il a quand même réalisé cette œuvre-là. On peut voir que donc la couleur bleue sur sur l'arrière-plan de ce tableau, on peut voir le nez particulier d'Anna Akhmatova. Et donc, cette image particulière et formidable a été créée par le peintre dans ce portrait. Et Filonov et Petrov Vodkin, sans aucun doute, ils ont contribué vraiment énormément dans l'art russe. Et Petrov Vodkin crée sa propre particularité qui ne peut et ce qui est très important, il montre, Petrov Vodkin, il a su montrer vraiment les particularités de sa propre époque, ce qui est très important. Donc, en Russie, à partir de 1917 jusqu'à les années 50, c'était un autre peintre qui est aussi un
peintre formidable. Et comme je vous le disais, dans les années 20 et 30, la tâche qui était posée devant les peintres, c'était trouver et peindre les personnes du travail collectif. Ce tableau s'appelle Les ouvrières du textile. Et donc, c'est le peintre Дейнек. Et donc, Дейнек est parti dans une mission professionnelle. Il arrive dans une usine du textile. Il observe le travail des ouvrières. Et le sujet des ouvrières du textile existait déjà depuis longtemps dans l'art. Et ici, il existe déjà un très bon tableau de Diego Velázquez. Et si chez Velázquez, les ouvrières sont dans un espace assez sombre, ici, sur ce tableau, les ouvrières du textile sont dans une pièce très lumineuse et elles sont au même niveau que les machines sur lesquelles on peut trouver ces grosses bobines avec les fils. Et le peintre lui-même disait que j'étais très intéressée par ces bobines, par ce textile, mais c'est juste l'arrière-plan. Et donc, au même niveau que ces machines, on peut trouver sur ce tableau ces ouvrières du textile. Ce sont elles les personnes qui tiennent les rênes de ces machines, aussi complexes soient-ils. Et donc, Дейнек apporte dans l'art du XXe siècle quelque chose du graphisme, mais également quelque chose du collage et de la photo. Et on peut voir vraiment que l'arrière-plan est bien graphique et donc ce que donne le rythme à cette œuvre-là. Le prochain tableau, on peut voir l'œuvre qui s'appelle la course à pied. La propagande de mode de vie saine dans les années 20 et dans les années 30 était bien présente. Et le genre sportif avait apparu déjà dans l'Antiquité. Et dans les années 1920, le sport était très bien utilisé, très bien présent dans les arts. Et Дейнек était bien un athlète, il était un boxeur. Dans son enfance, il avait pratiqué beaucoup de sport, et donc c'est quelque chose qui était très proche de lui. Et quand il était déjà adulte, il allait souvent au stade et il observait les compétitions. Il avait toujours le matériel avec lui. Il faisait quelques petits traits, pour ces tableaux. Et il faisait quelques croquis et donc pour montrer le mouvement, il nous montre deux plans. Au premier plan, on peut voir cette fille en rose qui observe les coureurs et sur le fond principal, on peut voir ces athlètes qui courent très vite, d'une manière très technique, qui s'éloignent de nous et leurs corps sont très bien peints. Et donc, l'idéologie de cette époque-là incluait cette notion du corps bien musclé, du corps bien fort. Et ces travaux nous permettent de tracer l'histoire de notre pays. Et la guerre dans les arts de peintre, c'est un sujet très important. Et donc, Alexandre Дейнек était très intéressé par la ville de Sébastopol parce qu'il aimait bien le soleil et la lumière. Et Дейнек avait un tableau qui s'appelle les
pilote d'avion futur, où il montrait la beauté de Sébastopol, des quais de Sébastopol. Il a montré la mer très calme et sans limite. Et à Moscou, il a pris ces événements tragiques qui ont eu lieu au Sébastopol. Il a vu la photo dans le journal Pravda et donc il commence son travail. Et comme le peintre lui-même, il disait que je ne pouvais pas rester sans émotion parce que c'était quelque chose d'important pour lui. Donc, cette peinture qui avait été créée pendant la guerre. Et ce tableau est devenu très symbolique. Ici, on peut voir une confrontation de deux forces. Les défenseurs de Sébastopol sont en blanc et les Allemands sont portent des habits sombres. Et on peut voir que la personne qui veut jeter une grenade, elle est elle est peinte d'une manière plus grosse que les autres. Donc, c'était fait exprès. Et le point de vue de ce peintre est aussi très, très intéressant. C'est pour montrer que pour remplacer tous ceux qui meurent, il y a d'autres personnes qui arrivent et ces personnes sont prêtes à rester jusqu'au bout en défendant leur ville natale. Et bien sûr, tout cela se passe sur l'arrière-plan de cette ville qui est en feu avec en fait, la fumée qui monte vers le ciel. Et donc, cette peinture est devenue vraiment très symbolique. C'est une confrontation entre les forces du mal et du bien. Et de cette manière-là, le peintre voulait montrer que la vérité restera toujours de nos côtés. Et pour cette raison, ce tableau joue un rôle vraiment très important dans la vie de l'art russe. Et pour continuer le même sujet, nous passons à notre peintre très intéressant, Alexandre Samokhvalov. On dit que chaque période de l'art a un tableau symbolique qui en fait personnifie et représente, si vous voulez, cette période au mieux. Donc pour symboliser l'époque des années 30, le tableau d'Alexandre Samokhvalov, qui s'appelle Une jeune fille en t-shirt rayé, est probablement le meilleur candidat. Ce tableau a été présenté lors de plusieurs expositions internationales, dont notamment une à Bruxelles. Quand elle a été exposée à Paris, on l'a appelée la Joconde soviétique. Donc oui, effectivement, cette Joconde soviétique, c'est une jeune fille, une femme réelle qui s'appelle Adamova. Elle est professeure, institutrice à l'école, et en fait, elle personnifie les traits caractéristiques de la femme de l'époque. Elle est égale par rapport aux hommes, elle est indépendante, elle est libre, elle a un visage tout à fait simple, mais dans son regard, on peut lire son indépendance, son autonomie, les cheveux courts et puis un t-shirt qu'elle porte. Samokhvalov lui-même disait que ce t-shirt a été très à la mode dans les années 1930 et il a été porté par les hommes comme par les femmes. Et donc, elle a été très confortable, elle n'était pas chère, elle allait très bien à n'importe quelle figure et en fait, elle était appropriée à différentes occasions. Et donc, c'est ce t-shirt-là qu'il choisit pour représenter cette femme, la femme de son époque, sur d'elle, qui personnifie son temps. Un jour, Samokhvalov se rappelait d'un voyage fluvial, donc il a voyagé en bateau et il a vu les jeunes femmes soviétiques. Il a vu en fait qu'ils ne se préparaient
pas seulement devenir mères, mais en fait, ils s'exerçaient au tir. Et du coup, à tout moment, ces jeunes filles étaient prêtes à défendre leur patrie. Et ça lui inspire l'idée d'un autre tableau, le Komsomol militarisé. Donc, on voit des jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes filles, encore une fois, sur un pied d'égalité, qui apprennent à tirer. Euh, Quelques-uns sont couchés, d'autres sont debout. Et il y a ce rang étranger des jeunes komsomolettes. Cette organisation est déjà fondée. Donc, la jeunesse fidèle au Parti communiste, prête à tout moment à aller défendre leur patrie. Le Komsomol militarisé, on voit bien qu'il y a cette dominance du couleur kaki, donc de l'uniforme militaire, avec des accents rouges, des foulards, soit autour des cous, soit sur les têtes des jeunes filles. Cette couleur rouge qui personnifie également en pays soviétique. Ces visages sont très typiques. Il était important de montrer ce rang long, infini des jeunes, ce mouvement infini, déterminés, prêts à, encore une fois, aller défendre leur patrie. En fait, le sujet féminin est très intéressant dans l'art soviétique. Les portraits féminins sont très particuliers. Ici, on voit l'exemple des femmes qui tirent, donc qui s'adonnent à une activité masculine, traditionnellement masculine. Et en fait, les femmes deviennent les maîtresses du monde. Un autre tableau de Samokvalov, contrôleuse. Donc, c'est une femme qui contrôle les billets dans un tramway, qui vend des billets, qui assure l'ordre dans le transport. On voit qu'elle porte un sac avec des bobines de tickets, des tickets. Mais elle ne fait pas que vendre des tickets, en fait, des billets. Elle est représentée comme une véritable reine de l'électricité. Si on prend la mythologie antique, c'était le Zeus qui gouvernait les éclairs et la tonnerre. Ici, c'est une femme qui, qui règne. Et comme disait Samokvalov, si jamais cette contrôleuse rencontrait l'Aphrodite, on ne sait pas encore qui en serait plus surprise. Donc ici, elle fait un geste en disant au conducteur que le tramway peut démarrer. Elle est représentée figée dans ce geste comme un monument, comme une sculpture archaïque, avec la lumière qui tombe sur son visage, une lumière verdâtre qui lui donne ce caractère monumental comme une nouvelle déesse qui gouverne le monde électrique. Un autre sujet de la propagande des années 1930, c'est le mode de vie sain. Donc, les gens sont représentés très sportifs, athlétiques. Et si, par exemple, on voit sur ce tableau d'un autre peintre, Pakouline, un bel exemple de telle forme. Pakouline vient de Leningrad, elle adorait les fresques. Et donc, c'est dans la technique des fresques qu'il représente cette femme qui est en train de soulever les seaux avec de l'eau, avec des jambes très fortes. On voit qu'elle s'appuie, elle est ancrée au sol, mais en même temps, il y a une certaine délicatesse dans cette figure, il y a une certaine beauté.
On voit que la femme porte une très jolie robe rose, rouge, donc la figure comporte une certaine élégance, une nouvelle beauté, un nouveau type de beauté de l'époque soviétique. Les jeunes filles du Komsomol sont des participantes actives de la nouvelle vie. Donc, un autre portrait typique de la femme de l'époque a été fait par un autre artiste peintre, Yuon, qui a commencé son parcours artistique avant la Révolution. Elle a beaucoup voyagé en Europe. Elle a été professeure dans un atelier à Moscou, où en fait plusieurs peintres avant-gardistes ont été formés, comme par exemple Mukina, qui par la suite devient un sculpteur très réputé. Donc sur ce tableau, il représente les jeunes femmes du Komsomol dans le village de Ligatchovo où son atelier se trouvait. C'est là justement qu'il trouvait ses héroïnes. Des jeunes femmes avec des visages arrondis, les visages condensés, si vous voulez, qui se trouvent l'un près de l'autre, mais en même temps, on voit qu'il y a des caractères différents avec des expressions très différentes. Il met l'accent sur l'héroïne principale qui porte un foulard rouge avec un regard sérieux, concentré. Les expressions sont différentes, mais toutes regardent devant elles. Un regard déterminé. Avant, les jeunes paysannes ont été représentées différemment. Ici, on voit qu'elles écoutent. Elles écoutent un récit, on ne sait pas lequel. Si elles sont belles, difficile à dire, mais en tout cas, chacune a des traits très individuels. Les peintres soviétiques poursuivent en fait les traditions qui ont été posées par les maîtres de la deuxième moitié du 19e. En reprenant certaines traditions, dans les années 20, au début des années 30, c'était, si on peut dire, une période. Et après, en 1934, il y a une rupture très importante avec le discours de Maxime Gorky, qui, en fait, ouvre une nouvelle période dans le développement de l'art, de la littérature soviétique, qui s'appelle le réalisme soviétique, qui reflète, en fait, le quotidien des gens soviétiques avec une bonne humeur. Très souvent, on l'appelle également l'art de Staline. Le peintre que je vous présente maintenant, c'est Alexandre Gerasimov, lauréat de 4 prix de Staline, premier président de l'Académie des beaux-arts soviétiques. Il a travaillé justement dans ce genre de réalisme soviétique, mais il poursuit en même temps les traditions des peintres réalistes du 19e. Gerasimov a aussi été inspiré par l'impressionnisme. Son œuvre, La terrasse après la pluie, on voit un bouquet de lilas posé sur le rebord de la fenêtre. Et en fait, tout le tableau est imbibé d'amour et ça donne très bien cette impression de la pluie. On voit des gouttes qui restent encore sur la fenêtre. On peut presque sentir l'air frais qui entre dans la chambre. C'est le printemps. On voit la couleur verte des jeunes feuilles. Et puis le lilas, comme aussi un symbole de la Russie, le lilas, c'est une fleur très difficile pour les artistes. Plusieurs ont essayé de la présenter.
Et du coup, c'est un défi pour les artistes peintres et beaucoup d'entre eux s'exercent à représenter le lilas. Tout est percé par la lumière, par l'air. On peut sentir ce souffle du printemps, l'été qui arrive, l'été doux, chaud, mais en même temps cet orage. Gerasimov disait que l'un de ses genres préférés, c'était le portrait. Et elle a exécuté beaucoup de portraits très variés. Notre exposition comprend celui de l'artiste Tarasova, qui était considérée génie de la scène. Au moment où ce portrait a été exécuté, elle a travaillé au théâtre Mkrat depuis 15 ans et en fait, elle a interprété tous les personnages dramatiques, comiques. Son auteur préféré, c'était Ostrovsky. Et elle a beaucoup interprété les personnages de ses pièces. Le portrait est tout à fait extraordinaire. On voit bien que sur le fond d'un paysage, il y a une maison de campagne. Elle est représentée en blanc. De cette manière, le peintre souligne la douceur de son visage, le chapeau, les perles, les fleurs. Tout est peint avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur, d'expression, avec des touches expressives qui rendent bien la facture, la texture de ces vêtements. On voit bien que si les vêtements sont peints de manière très expressive, le visage est bien avec attention aux détails et tout le portrait donne l'impression de légèreté, de douceur. C'est l'été et là encore, il y a cette harmonie entre la personne et la nature. Un autre grand maître, un autre nom important de l'art soviétique, c'est le peintre Lévitine. Encore une fois, cette harmonie entre l'être humain et la nature, comme chez Gerasimov. Donc, il y a une jeune fille qui, en fait, était en train de laver le plancher. Donc, un moment du quotidien avec cet espace très vide. Il n'y a que sa robe, ses souliers, ses chaussures qui sont posées dans le coin. Elle-même, quand elle s'occupait du travail, elle a pris une petite pause. Elle s'est posée sur le rebord de la fenêtre. Elle regarde au loin. On ne voit pas son visage, mais on voit la lumière jouer sur ses joues. Le titre du tableau, une journée chaude. Donc, encore une fois, apparemment, c'est le printemps. C'est l'une des premières journées douces. Le tableau a été peint dans l'atelier de l'artiste. Donc, on voit un très bel panorama sur Moscou. La jeune fille rêve. Notez bien comment l'espace est représenté avec des nuances sur le plancher, avec ce jeu des lumières et des ombres, et même ce seau et ce torchon deviennent des éléments qui, en fait, rendent cet espace plus confortable, plus cosy, douillet, si vous voulez, avec la figure de jeune fille qui rêve. Le sujet de la lumière, du soleil, l'interprétation de l'air, les tableaux exécutés en plein air, tout cela a été caractéristique des peintres français encore au 19e et par la suite, les peintres répondent à ces questions à leur manière. Un autre peintre, Plastov, qui poursuit
les traditions de l'art du 19e siècle avec, par exemple, les personnages paysans qu'il représente sur ces tableaux. Lui-même, en fait, il était originaire d'une famille paysanne. Il a été formé à Moscou, mais par la suite, il prend la décision de revenir chez lui, dans la région Ulyanovskaya, un petit village, Prislonika, donc avec un nom purement russe. C'est là où il s'installe pour travailler. Et donc, les personnages de ces tableaux sont les gens qui vivent à côté de lui dans le même village. Et ils représentent les scènes quotidiennes. Ce tableau s'appelle Midi. Midi, c'est le sommet, l'apogée de la journée. C'est aussi l'apogée de la nature. On voit toute cette verdure tout autour. C'est le début de l'été. On voit les pissenlits jaunes qui commencent à se parer d'une robe blanche légère. Et il y a des femmes et des hommes. Donc, un autre sujet éternel, l'homme et la femme. Donc, cette journée chaude, ils boivent de l'eau d'un puits. Ils se lavent le visage. Donc, une autre scène quotidienne, très simple, très bien exécutée, qui nous permet de sentir la chaleur du soleil, la fraîcheur de l'eau et la façon dont la lumière joue sur la surface de l'eau. Un autre sujet éternel. Mais il y a des signes qui témoignent du fait que le tableau a été exécuté dans les années déjà 1960. Il y a ce cheval en métal, en fer, qui est un peu caché dans les plantes. On voit une moto, donc on comprend que les deux sont venus en moto. Probablement, c'est un rendez-vous parce que la femme porte une robe très jolie avec des chaussures à talons rouges. Donc, probablement, c'est un rendez-vous romantique. On ne voit pas leur visage, surtout le visage de la jeune femme qui le cache derrière sa main, mais on sent ce sentiment de bonheur sur ce tableau tout à fait magnifique. Beaucoup d'artistes pendant cette période voyagent, ils font beaucoup de croquis. Plastov, par exemple, lui, il habitait dans un village, il pouvait observer le quotidien des paysans. D'autres, par contre, s'en vont pour des voyages artistiques et le village devient en fait l'une des sources principales d'inspiration. Deux frères Kachov qui ont peint ce tableau et qui s'appelle Les enfants, les gamins. Donc, ils finissaient leur institut des arts et pendant le stage, ils ont fait beaucoup de croquis. Et ils reviennent vers ce sujet un peu plus tard. Ils vont dans la région de Tver et ils observent que se passe dans cette région-là. Donc, c'est une scène complètement banale, mais le soleil, il vient de derrière. Il s'écoule de l'arrière-plan en enveloppant les figures de ces filles qui sont debout sur un pont en bois et qui observent un événement quelconque. Chacune de ces filles est très bien peinte. On peut voir que chacune a son tempérament et son caractère à elle. Et tout cela est peint et avec un tel amour qu'on peut même sentir ce bois épineux. On peut voir cette curiosité avec les filles, regardent vers l'horizon et
un debout sur ce pont, sur cette rivière, et nous avons cette impression qu'elle survole. On peut voir le ciel et l'eau, et le pont est vraiment très petit. Euh, on peut trouver ces filles. Donc, c'est encore un moment de rêverie dans une scène complètement banale. Donc, c'est encore une autre scène que les peintres ont bien pu transformer et peindre dans leur tableau. Le 20e réunion de la partie, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le fait que les mythes autour de Staline se dissipent, et cette période du dégel dans les arts avait commencé encore plus tôt, parce que encore en 1953, dans la section des jeunes peintres, les jeunes maîtres ont demandé de faire une exposition sans aucune censure et sans jury. Et chaque peintre pouvait apporter pour cette exposition le travail qu'il voulait. Et en 1954, cette exposition a eu lieu. Et parmi ces personnes participantes à ce tableau, pardon, à cette exposition, il y avait un peintre, les Korchev. Ils ont participé dans cette expositions. Et à partir de 1957 jusqu'à 1962, nous trouvons ce style qu'on appelle la sévérité. Si les arts soviétiques officiels en fait parlaient du style de vie soviétique, l'homme soviétique était peint avec un peu de pathos, et les autres peintres qui ont commencé leurs études dans les arts après la guerre déjà, ils peignaient la vie quotidienne de gens sans aucun pathos, et donc Korgev était un peintre, un des plus grands dans les années 60. Il créait des cycles de ces tableaux, et il était à la base de ce mouvement de la sévérité dans les arts. Il y a beaucoup de facteurs qui ont impacté son œuvre, y compris le cinéma et le peintre lui-même et son approche créative, sa méthode créative. Et ce cycle sur lequel il a travaillé quelques décennies consacrées à la Deuxième Guerre mondiale. Et la peinture que vous voyez ici s'appelle les vieilles blessures, parce que la guerre peut être représentée de manière différente. Ça peut être la victoire, ça peut être les luttes. Mais ce que nous voyons ici, c'est quelque chose qui est très quotidienne. Ce sont des choses auxquelles ont commencé à penser les peintres. On peut voir ici un homme qui n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que ces vieilles blessures l'inquiètent. Ici, on peut parler à la fois de ces blessures du corps, mais également de ces blessures de l'esprit, parce que la guerre laisse les traces également sur les esprits des gens. Et ici, cette personne qui reste pensive dans son lit, qui est représentée par le peintre sur son tableau, elle a le visage avec beaucoup de rides. Donc, le peintre n'essaie pas d'enjoliver son visage. Il voulait le montrer tel qu'il est.
Et bien sûr, les peintres peuvent créer des choses complètement atypiques et en même temps, ils redonnent de la gloire. Ici, Geli Korjev a étudié à Moscou. Je voudrais maintenant vous montrer un autre peintre qui vient de Leningrad. C'est le peintre Moisenko, et qui a été le professeur de l'Institut de Repin. Et ce peintre a passé la guerre, il a participé à la guerre et cette peinture est très importante pour son œuvre. C'est le sujet de la guerre civile et de de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le peintre est né en Biélorussie, dans un village biélorusse. Moïsenko. Il se souvient de ces personnes, de ces jeunes hommes qui ont participé à la guerre. Il peint pas le moment d'une lutte. Il peint la période de repos. Et ces jeunes hommes sont en train de manger de cerises. On peut voir euh, dans un chapeau quelques cerises et sur l'arrière-plan, on peut voir des montagnes. Ici, ces jeunes hommes sont en train de se reposer. Nous ne savons pas que va se passer avec ces personnes-là. Dès que ces instants rares de leur repos vont s'écouler, et chaque personne est dans ses propres pensées et en fait, ils pensent à quelque choses qui se sont passées dans leur vie. Et Moïsenko avait son propre style dans les peintures. Il avait les lignes, en fait, élongées. Et cette impression de la beauté, on peut retrouver dans chaque peinture qu'il avait peinte. Et les sujets des peintres de cette époque-là étaient vraiment quelque chose de très banal du premier regard, mais en même temps, on peut trouver dans ces sujets un sens très philosophique. Un autre maître des arts avec lequel on va faire connaissance aujourd'hui, c'est le peintre Ivanov, et la peinture s'appelle 1945, l'année 1945. Et tout ce dont nous avons parlé avec vous, c'est l'histoire, la victoire, et le peintre se souvient qu'il avait voyagé à Rязань, dans la région de Rязань, parce que sa mère était originaire de cette région-là, et il observait la vie des paysans. Et un jour, il est rentré dans la maison d'une personne qui rentrait chez elle après la guerre. Et ce qui l'a impressionné, c'est le fait que tous les membres de la famille sont restés à vie après la guerre. Et c'est ce moment sacré de leur dîner est représenté ici sur cette peinture-là. Il y a plusieurs générations qui sont toutes ensemble, et même le fait que c'était l'époque après la guerre, mais les traditions paysannes sont encore conservées. Cette famille, elle est dans l'Isba, et on peut trouver une vie quotidienne très simple. On peut trouver les icônes sur le mur. On peut voir ici les stores avec plein de couleurs. Et les membres de cette famille, ils mangent une soupe. Et il n'y a pas de dialogue.
Le peintre a montré ces instants-là pendant le dîner. Et nous voyons ici plusieurs générations qui représentent une famille qui ont traversé les temps très difficiles, la guerre, mais qui ont survécu la guerre et sont toujours ensemble. Le village était une source d'inspiration pour beaucoup de peintres. Il était très important pour chacun d'entre eux de trouver non pas seulement un endroit où on pouvait peindre les peintures, mais également trouver un sujet d'inspiration. Et dans les années 20, c'était assez difficile déjà à l'époque. Et un peintre qui a beaucoup voyagé, que je voulais vous montrer, et qui partait dans ce genre de mission créative, c'est le peintre Victor Popkov, qui est un peintre très connu des années 60 et 70 du siècle dernier. Il disait qu'il voyageait dans l'oblast d'Arkhangelsk et un jour, il est parti très loin. Il est arrivé dans des villages très petits. Il a vécu dans la maison d'une paysanne et donc il a peint la rivière Mézé. Il a peint beaucoup de peintures consacrées à ces paysans et à la rivière Mézaigne. Et donc, on peut voir une de ces peintures où le nord sévère est représenté, la rivière qui représente la source principale de la vie de ces personnes-là. Et le mois de septembre, c'est le mois où la nature apporte beaucoup. Et nous pouvons retrouver les champignons, quelques fruits qui sont dans leur panier. Et la nature même, elle a également travaillé sur le visage de toutes ces personnes dont les regards sont détournés quelque part vers l'extérieur. Mais pourtant, on peut ressentir leurs liens familiaux qui sont bien serrés. Et on peut également trouver un ami très fidèle de cette famille dont le regard est dirigé vers l'avant. Et les peintres, dont Victor Popkov, qui fait partie de l'école de Moscou et qui participe avec le peintre Korolev dans l'exposition de 1953-54. Et nous avons également un autre peintre qui travaillait à Moscou et qui maintenant le peintre classique, c'est des arts soviétiques, c'est le peintre Zelinsky, qui était un des premiers qui a utilisé la technique de Tenter, qui est très complexe. Cette technique de tempère est utilisée pour les icônes, pour les fresques, et Zelinsky se retourne encore avec envers cette technique. Et on voudrait vous présenter sa peinture qui s'appelle Les gymnastes de l'URSS. Et le peintre lui-même disait qu'un jour, il est entré dans le stade de gymnastes. Il a vu l'équipe sportive de gymnastique de l'URSS et
pendant cette époque-là, les concurrents principaux étaient les Japonais et pendant ces Jeux olympiques, notre équipe soviétique a gagné toutes les médailles. Les croquis étaient prêts en 1964 et la peinture a été finie en 1965. Et le peintre était très impressionné par le fait que tous les gymnastes étaient en blanc. Ils sont leur donc leur leurs habits tout était blanc, leurs entraîneurs étaient en rouge et l'arrière-plan était également rouge. Et le peintre était impressionné par le fait à quel point les athlètes pouvaient maîtriser leur corps. Et donc, le peintre, à la fois, il utilise la perspective qui est utilisée dans une icône. On peut de cette façon voir ces héros rapprochés. Certains d'entre eux se préparent à utiliser leurs outils gymnastiques. On peut voir également que les filles s'entraînent déjà. Elles font quelques exercices gymnastiques et ce moment même de ces personnes belles et fortes, ces moments de préparation sont représentés par le peintre dans ce tableau. Cette peinture a été déjà reproduite plusieurs fois. Il y avait les timbres, il y avait des cartes qui comportaient les reproductions de ce tableau-là et qui représentaient des moments de fierté des années 1960. Un autre travail de ce peintre merveilleux, c'est c'est un autre peintre, c'est Valéry Vatélin. Donc, à Leningrad, il y avait un autre maître avec un destin difficile. En fait, le maître Popkov est mort d'une mort assez bête parce que il a ouvert la porte où il y avait des personnes d'une autre voiture où il y avait les convoyeurs armés. Et donc, les convoyeurs ont tiré à bout portant dans ce peintre qui est mort vraiment très jeune. Et Valérie, en fait, avait aussi une mort tragique. Elle est morte dans un incident de moto, mais elle a laissé une œuvre tout à fait extraordinaire qui fait partie de la collection du Musée russe. Elle fait partie aussi des collections privées, y compris des collections étrangères. C'est un peintre extraordinaire. D'une part, son œuvre est marquée par aussi des moments quotidiens, une vie lente. D'autre part, il y a aussi des sujets métaphoriques, comme des paraboles. Quand on regarde ces tableaux, il donne l'impression qu'en fait, il pressentait sa mort anticipée. On voit des petits éléments, des détails de l'art populaire russe. Très souvent, ils utilisaient ce genre de petits détails, des éléments de l'art ancien russe. Comme par exemple ici, on voit ce rebord de fenêtre et on voit un visage qui nous regarde. L'art a toujours joué un rôle symbolique.
Dans plusieurs œuvres de Vatieyev, il y a des fenêtres et il y a des personnages qui regardent à travers des fenêtres et c'est lui-même, c'est son autoportrait. Ce tableau-là s'appelle Autoportrait de l'artiste au travail. En fait, tous les artistes exécutaient des autoportraits. Les autoportraits occupent toujours une place particulière dans l'œuvre de chaque artiste parce que déjà le moment choisi par le peintre est important. Vatényine avait toujours un regard ironique sur soi-même. Sur ce tableau-là, on voit le profil très bien exécuté, euh, la main un peu exagérée, elle est très grande, une main travailleuse, main d'un peintre. Et ce geste très élégant des deux doigts qui tiennent le pinceau. Et sur le papier, on voit qu'ils essayent, qu'ils testent différentes couleurs. Un moment sacré, un moment de création et en même temps une boîte de conserve froissée avec des pinceaux. Donc il y a quelque chose de très quotidien, de très banal qui côtoie quelque chose de très noble. En 1977, il a trouvé sa mort. Et depuis longtemps, on n'a pas eu de grandes expositions de son œuvre et pourtant, son œuvre est très intéressante avec ses paraboles. Aujourd'hui, nous n'avons vu qu'une toute petite partie d'une période très riche qui a réuni beaucoup de maîtres avec chacun sa méthode artistique. Chacun avait son propre approche à la création artistique et pourtant, j'espère que notre balade vous a permis de voir à quel point cette période était intéressante, à quel point les peintres étaient diversifiés avec leur propre manière de refléter le temps soviétique. On peut avoir des regards différents sur l'art soviétique, mais cette période allant des années 1920 jusqu'aux années 1960 nous offre ce sentiment de joie. Sur ça, j'aimerais terminer. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, j'aurai le plaisir d'y répondre. Chers spectateurs, je remercie Valentina Gorlova, chef du département des excursions au musée russe à Saint-Pétersbourg. Et on profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne année, joyeux Noël, en espérant que cette nouvelle année apportera la réalisation de tous vos rêves, apportera de nouveaux cadeaux dans votre vie, beaucoup d'amour, de prospérité à vous et à vos familles. Et bien sûr, vous êtes tous les bienvenus aux visites guidées prévues par le Musée russe pour l'année prochaine. Donc, pour annoncer les sujets de l'année prochaine, effectivement, nous allons parler des dates importantes, des anniversaires importantes dans l'histoire de notre pays et du monde, à savoir la Grande Guerre patriotique et la façon dont elle a été interprétée par les artistes russes. Et nous allons également poursuivre le sujet de l'avant-garde russe, très varié, très authentique, pour voir également l'œuvre des peintres dont nous n'avons pas eu encore l'occasion de parler. Donc, il y aura une conférence sur cette partie de la collection. Et également, nous vous invitons l'année prochaine à fêter avec nous les anniversaires de deux peintres russes, à savoir Ilya Repin, qui en août va fêter ses 180 ans depuis donc sa naissance. Et en décembre, nous allons
parler de l'œuvre de Karl Brulov avec une très belle exposition qui fait partie de la collection du musée russe. Donc, je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois. Chers collègues, chère Vera, chère Tatiana, les employés des maisons russes à Bruxelles et à Paris, merci beaucoup pour cette occasion de joindre aux visiteurs en ligne. Donc, merci pour cette occasion de leur faire découvrir les salles du musée russe. Encore une fois, dans l'attente de prochaines rencontres, nous vous souhaitons tout le meilleur à la veille de ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Merci, Valentina. Merci, le musée russe. Nous remercions également Maria de notre part pour l'organisation. Nous sommes très reconnaissants pour ce que vous apportez. Effectivement, vu le contexte est difficile, il n'est pas évident de se rendre à Saint-Pétersbourg, mais vous diffusez, vous nous faites découvrir toute cette beauté avec vos commentaires qui permettent justement d'apprendre plein de choses intéressantes qu'on n'aurait jamais su découvrir nous-mêmes. Donc, de notre part, nous avons également le plaisir de vous souhaiter bonne année, joyeux Noël, tout le meilleur, santé, amour. Et effectivement, à la prochaine, à très bientôt. En attendant nos prochaines conférences l'année 2024. Donc, Maria a déjà fait des annonces. Donc, la première rencontre, le 30 janvier, après toutes les fêtes, nous aurons le plaisir de vous revoir sur notre plateforme du musée russe à Bruxelles. Cette conférence a été enregistrée, donc vous pourrez le revoir sur notre canal YouTube, aussi sur le site du musée russe en ligne. Donc, si jamais vous avez envie de revisiter cette partie de l'exposition, peut-être revenir pour examiner des détails, vous aurez cette possibilité. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Nous espérons que ces conférences vous permettront de mieux connaître le musée russe. Et donc, une fois à Saint-Pétersbourg, vous vous sentirez comme chez vous. Je pense qu'il y a un message sur le chat. Oui, donc les meilleurs vœux de la part de Denis et Elena. Voilà. Tout le meilleur et à la prochaine fois. Oui, au revoir. Donc, nous vous invitons à participer à nos prochaines balades avec le musée russe. Et bien sûr, vous êtes toujours bienvenus à Saint-Pétersbourg.